je vais laisser Ondine Olina Delgado, sans la présenter, pour essayer de venir dans le temps. Je voulais simplement dire qu'elle bénéficie de FRIN de... C'est la Fondation L'Oréal. Voilà, c'est la Fondation L'Oréal. On est pas mal. Bonsoir tout le monde. Et puis, je m'appelle Andy Molina Delgado. Je suis chercheuse postdoctorale dans le Centre de biologie du développement. Et comme le docteur Costa l'a dit, je suis boursière de la Fondation L'Oréal et l'UNESCO de l'année 2015, donc ça date déjà d'un tout le monde. Je suis aujourd'hui ici pour vous raconter un peu mes recherches pour que vous voyez ce que je fais et mon idée c'est que je puisse vous transporter dans le monde où je travaille tous les jours. Et donc du coup, comme vous pouvez le constater dans le titre, je travaille avec un moelle épinière et mes recherches de tous les jours cherchent à comprendre comment on est capable de construire une moelle épinière à partir de cellules souches. Donc du coup, si on parle des moelles épinières, il faut parler des neurones. Si on parle des neurones, la première chose à laquelle on pense, c'est au cerveau. Le cerveau, il fait partie du système nerveux central, mais c'est pas le seul organe qui constitue ce système. En fait, le système nerveux central, il est composé par deux organes. Il y a le céphale, dans lequel il y a compris le cerveau, le tronc cérébral et le cerveau. On a une deuxième organe qui va se détacher du cerveau, et c'est la moelle épinière. Se détache du cerveau et tout le long de la colonne vertébrale. À l'intérieur de ces organes, soit le cerveau, soit la moelle épinière, on trouve des millions de cellules nerveuses, parmi lesquelles on trouve les neurones, là représentés en jaune. On trouve aussi des tissus de soutien, parmi lesquels on trouve trois différents types de cellules, donc les astrocytes en vert, la microglie en marron et les oligodendrocytes. Ces trois types de cellules sont très importants parce qu'ils vont permettre aux neurones de bien fonctionner, aussi de les tenir et qu'ils puissent parcourir des longs trajets tout le long du corps. Il y a une autre fonction, par exemple, les oligodendrocytes, ici en bleu. Ils vont aussi s'attacher aux axons des neurones. Donc les axons, c'est ces prolongements des neurones. Et ils vont produire une substance qu'on appelle la myéline, qui est une substance très importante parce qu'en fait, l'absence de myéline, elle est aussi associée à des maladies neuronales. Du coup, le système nerveux central, il a plusieurs fonctions. Et par exemple, il doit recevoir, enregistrer et interpréter tous les signaux qui viennent de la périphérie du corps. Et aussi, il va être capable de répondre à tous ces signaux. Donc, il organise la réponse aux signaux qui ont été envoyés. Dans la recherche, je m'intéresse à la moelle épinière. Je vais vous parler un tout petit peu plus en détail. Donc, la moelle épinière, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un prolongement du cerveau, comme on peut voir là dans l'image. Ça commence à partir du tronc cérébral, tout au long, et ça va tout le long de la colonne vertébrale. C'est ce qu'on voit là. Et en fait, la moelle épinière, elle va être contenue à l'intérieur de la colonne vertébrale. Le rôle de cet organe, c'est d'assurer le relais entre le cerveau et les autres parties du corps. En fait, il y a toutes les informations qui vont être transportées en direction et en direction du cerveau. Ça va être transporté tout le long de la moelle épinière. Donc du coup, cet organe, il va être appliqué dans trois fonctions spécifiques. Donc il y aura des fonctions motrices, des fonctions sensorielles et aussi les réflexes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, quand vous touchez la main, vous sentez que vous vous touchez. Parce qu'en fait, cette information, déjà de vous toucher sur une fonction sensorielle, ça va transmettre au cerveau, tout le long de la moelle épinière, ça va arriver au cerveau, l'information que vous êtes touché.
Les mouvements des bras et des jambes, ça va aussi passer par la moelle épinière. Et finalement, si par exemple vous touchez les plaques cuissantes qui sont chaudes, bah, la première réaction c'est de enlever la main. Parce qu'en fait, c'est un réflexe qui a été aussi transmis tout le long de la moelle épinière jusqu'au cerveau. Si on prend la moelle épinière et qu'on la coupe et on regarde de façon transversale, on va voir cette structure qu'on voit là. Donc la moelle épinière, elle va être composée d'une matière grise. Là, on forme des H. Dans cette matière grise, on va rencontrer toutes les neurones, donc les corps cellulaires des neurones. Autour de la matière grise, on va trouver la matière blanche. Cette matière blanche, elle est composée par les axones des neurones. Et elle est blanche parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les axones, ils sont recouverts par la méline. Et c'est ça qui donne cet aspect blanche à cette partie. Et aussi, à l'intérieur de la matière grise, on va trouver les neurones motrices ou motoneurones. Voilà dans le dessin. Et ces motoneurones, c'est les neurones qui vont permettre de transmettre les signaux motrices. Et aussi, ils vont innerver les fibres musculaires des muscles. Donc, du coup, quand soit la motoneurone ou le muscle qu'on connaît comme l'unité motrice est touché, où il y a des lésions dans l'unité motrice, c'est ça qu'on connaît comme les maladies neuromusculaires. Ces maladies, ils sont très nombreuses. Donc, voilà quelques exemples. Les maladies neuromotrices, ça peut toucher soit les neurones motrices, comme par exemple dans les scléroses latérales amyotrophiques. Ça peut toucher aussi les racines des nerfs et les membres. Et ça peut toucher les jonctions entre le nerf et les muscles. Et les maladies neuromusculaires, c'est des maladies évolutives. Ça veut dire que ça va entraîner l'affaiblissement progressif des muscles. Soit direct, ça veut dire que ça va toucher les bras et les jambes, par exemple. Ou ça peut être indirect. Ça veut dire que ça va toucher des organes ou des fonctions qui dépendent du muscle. Donc, par exemple, la digestion, la déglution, tout ça, ça dépend du muscle. Donc, quand ces maladies, ça touche les muscles, on va avoir des handicaps assez importants. La cause de ces maladies neuromusculaires, ça peut être différentes causes. Donc, il y a une cause génétique. Donc, par exemple, c'est des gènes à l'intérieur des motoneurones qui sont mutés. Ça peut être des maladies auto-immunes. Ça veut dire que c'est le même corps qui va attaquer ces motoneurones ou les fibres musculaires ou les fibres nerveuses. Ou ça peut être dû à l'inflammation des muscles. Et finalement, ces maladies elles sont considérées comme des maladies rares. Donc ça veut dire peu fréquentes. Mais si on regarde la totalité des maladies neuromusculaires, à la fin, on aura, il a été reporté plus de 30 000 cas en France. Et en outre, des maladies neuromusculaires, on a aussi les lésions de la moelle épinière qui sont très handicapantes. Donc les lésions de la moelle épinière, ils touchent environ 300 000 personnes en Europe. Ça peut entraîner différents types de paralysie, comme par exemple la paraplégie, qui c'est la perte de mouvement des membres inférieurs, la tétraplégie, qui c'est la perte de mouvement des 4 membres, ou une paralysie complète. Donc, sachant qu'il y a soit les maladies et soit les lésions qui touchent un nombre important de personnes en France ou en Europe, c'est très important de comprendre
comment s'est fait la construction de la moelle linéaire pour, dans ces cas-là, pouvoir proposer des thérapies innovantes à ces patients. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace, soit contre les maladies neuromusculaires, soit contre les lésions de la moelle épinière. Mais il y a 3 types de thérapies qui sont en train de se développer en recherche. Donc, on aura soit la thérapie génique qui cherche à remplacer ou réparer le gène qui est malade. Il y a soit la thérapie cellulaire qui cherche à remplacer les cellules malades par des cellules saines, ou la thérapie pharmacologique qui cherche à trouver des nouveaux médicaments. Du coup, moi, dans ma recherche, je m'intéresse à la deuxième partie. Donc, ça va être la thérapie cellulaire pour guérir les cellules malades. Donc, pour développer ces projets, moi, je fais partie d'un 2 centres de biologie de développement. Donc, c'est un centre qui se trouve ici à Toulouse, dans l'université conservative. Et dans ces instituts, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment une cellule souche neurale est capable d'acquérir une identité, de se différencier et de s'intégrer dans la moelle épinière. Du coup, pour développer cette question, on a un modèle d'étude qui ça va être le développement de la moelle épinière chez la vertébrée. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 2 modèles. Un modèle mourin, donc à la souris, et le poly. À l'intérieur de la moelle épinière de l'embryon, on va trouver des cellules souches neurales. Donc, j'imagine que vous avez tous un peu entendu parler des cellules souches. Donc, les cellules souches, ce sont des cellules qui sont capables de proliférer de façon indéfinie. C'est des cellules qui sont capables de se différencier dans tous les types de cellules de l'organisme. Moi, dans mon projet, je m'intéresse pas à les cellules qui sont capables de devenir tous les types de cellules. Moi, je m'intéresse à ces cellules souches qui sont un peu déjà spécialisées, on va dire entre guillemets. Ce qu'en fait, c'est des cellules souches qui peuvent donner que des cellules neuronales. Donc, soit des neurones, soit des oligodendrocytes, soit des astrocytes. C'est ça qu'on appelle la cellule souche neurale. Donc, ces cellules souches, au cours du développement, elle va commencer à proliférer. Donc, il va produire beaucoup de cellules souches dans l'idée de créer un pool de cellules souches neurales. Et dans ces cas-là, on va construire une moelle épinière. Donc, représentée ici dans le dessin. Donc, ça représente la moelle épinière primitive dans l'embryon. Donc, elle va être remplie par des cellules souches neurales. Dans une deuxième étape, on va voir un processus de spécification dans lequel ces cellules souches neurales qui sont à l'intérieur de la moelle épinière, elles vont déjà allumer un programme génétique. Donc, ils vont allumer des gènes qui vont leur dire quel type de neurones elles vont devenir. Donc, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de la moelle épinière, on va voir différents types de neurones. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les neurones motrices, donc les motoneurones. Et dans une troisième étape de développement, on va déjà diminuer le pool de cellules souches, donc on aura moins de cellules souches dans la moelle, parce que c'est des cellules qui vont déjà se différencier en neurones. Donc on va passer d'un tube primitif à un tube qui commence à avoir des neurones qui vont se localiser dans des endroits spécifiques et après ils vont migrer et ils vont allonger les axons pour aller les placer dans tous les muscles du corps. Et donc, du coup, comme la cellule souche, elle doit soit proliférer, soit se différencier, la balance entre la prolifération et la différenciation des cellules souches neurales est très importante. Ça va être un processus très coordonné, très contrôlé, et
il faut qu'il soit bien fait, parce que si on a si la balance entre la prolifération et la différenciation elle n'est pas équilibrée, si elle va plus vers la prolifération, qu'est-ce qu'on aura? On aura des amas de cellules qui vont commencer à proliférer, donc ça va former des tumeurs, et on sait que les tumeurs, c'est une des étapes de cancer. Et si dans l'autre cas, on a la balance qui s'épanche vers la différenciation, le souci qu'on aura, c'est que on n'aura pas le pool nécessaire des cellules souches neurales, on n'aura pas tous les types de neurones qu'on a besoin parce qu'on n'aura pas la phase de spécification, et on passera directement à la différenciation neuronale. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de neurones, et on n'aura pas tous les types. Donc ça peut déclencher des troubles neurodéveloppementaux. Et par exemple, le cas le plus connu dans le cerveau, parce que ça arrive aussi dans le cerveau, c'est les enfants qui naissent avec la microcéphalie. Donc c'est les enfants qui naissent avec une taille d'écran plus petit et avec un retard mental plus ou moins prononcé. Et alors, dans mon projet, moi ce que je veux c'était décrypter, déconnaître quels sont les mécanismes qui contrôlent cet équilibre entre la prolifération des cellules souches et leur différenciation à l'intérieur de la moléculaire. Il est bien connu que la prolifération des cellules est contrôlée par un processus qui s'appelle le cycle cellulaire. Donc, qu'est-ce que c'est le cycle cellulaire? C'est une série d'événements dans lesquels une cellule mère, là à gauche, elle va diviser, elle va dupliquer tout son contenu qui est à l'intérieur, puis se diviser dans deux cellules fixes. Dans différents organes, il a été montré que c'est la cinétique de cycle cellulaire, donc la longueur totale ou la longueur des phases, elle peut être corrélée avec la différenciation. Donc, où je me demande, est-ce que dans mon modèle, donc la moelle épinière, est-ce que le cycle cellulaire des cellules souches neurales contrôle la genèse des neurones? Alors, pour répondre à cette question, la première chose qu'on a fait, c'était de designer un outil qui nous permet de regarder le cycle cellulaire en temps réel dans les cellules souches neurales. L'outil, c'est ce que vous voyez là à gauche. Donc, c'est une molécule d'ADN, un vecteur plasmidique, dans lequel on a mis deux séquences qui vont devenir des protéines avec deux couleurs différentes. Donc, on aura une protéine rouge qui va nous marquer une des phases du cycle cellulaire. Et après, il y aura une protéine verte qui va être exprimée tout le long du cycle cellulaire. Donc, avant de vous expliquer qu'est-ce qu'on va voir, il faut se rappeler que le cycle cellulaire, il est divisé en 4 phases. Donc, une phase de synthèse d'ADN, c'est ce qu'on va appeler la phase S. Une phase M, ou la mitose, dans laquelle la cellule va donner les deux cellules filles. Et entre ces deux phases, on a les phases qu'on appelle les phases GAP, G1 et G2, dans laquelle la cellule, elle prépare tout, soit pour la synthèse d'ADN, donc pendant la G1, ou avant la mitose, donc la phase G. Notre outil, elle va nous permettre de distinguer les phases parce que pendant la G1, je vous ai dit, on aura une protéine rouge. Là, si on regarde, c'est les noyaux des cellules souches normales. Donc, on aura la cellule qui, son noyau qui va être rouge et vert, parce que le vert, il est partout dans le cycle. Pendant la phase S, ou la synthèse d'ADN, le rouge, il est là. On verra qu'il y a une autre protéine verte qui commence à faire des points
à l'intérieur du noyau, parce qu'en fait, il va s'accumuler dans les régions où l'ADN il est en train d'être synthétisé. Pendant la phase G2, comme la synthèse d'ADN est finie, notre verre il devient homogène à l'intérieur du noyau. Et finalement, pendant la mitose, si vous vous rappelez, il n'y a plus de... Le noyau, il est détruit, on n'a plus de membrane nucléaire. Donc ça veut dire que cette colonne verte qui est à l'intérieur, il va être diffus dans toute la cellule. Donc ce qu'on voit dans la première photo de la phase M. Et après, on va voir aussi un changement de morphologie de la cellule. Elle va devenir toute ronde. Et tout de suite, on verra deux cellules filles qui vont naître. Donc, comme on avait testé, on avait designé et testé notre tige, on était prêts pour commencer à regarder qu'est-ce qui se passe dans les cellules souches neurales en temps réel. On a commencé les maquettes. Du coup, on a choisi comme modèle d'étude les embryons de boules. Vous vous demanderez pourquoi les boulets et pas la souris, par exemple. Parce qu'en fait, au stade dans lequel on travaille, donc c'est des embryons très petits, très précoces, il n'y a pas trop de différence entre les mécanismes dans le boulet, dans la souris et chez l'humain. En termes de manipulation, on va dire que c'est plus facile de travailler avec des œufs, parce qu'on peut en avoir beaucoup. Très facilement, il faut que téléphoner et dire j'aurais besoin de 90 œufs pour cette semaine. Donc, il s'arrive fécondé et il y a qui à travailler. Tandis que si on travaille avec la souris, il faut attendre que la souris elle a des embryons, il faut la sacrifier, il faut l'ouvrir. Donc, ça prend beaucoup plus de temps et on n'aura pas assez de matériel. Donc, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter notre outil à l'intérieur de ces embryons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'œuf, on va faire une petite fenêtre à l'intérieur, on va injecter l'ADN avec un capillaire. Donc, il faut être très précis avec ça parce qu'il faut traverser la tête de l'embryon. Il faut faire passer le capillaire par la moelle épinière. Il faut libérer l'ADN. Et après, quand vous voyez dans le dessin B, la photo, la deuxième photo, on va ajouter des électrodes. On va faire passer un peu de courant. Et, vous voyez mieux dans la partie C, qu'on a l'embryon au milieu et les deux électrodes à côté. Et en fait, l'ADN, il va rentrer dans les cellules parce que la courant, elle va faire que les membranes, elles s'ouvrent un peu. Et comme l'ADN, il est chargé de façon négative, il va aller migrer vers le côté positif. Donc, du coup, c'est la façon qu'on utilise pour faire rentrer l'ADN dans nos cellules de la moelle épinière. Donc, une fois on a électrocuté tout l'embryon, le deuxième étape, c'est de regarder si ils sont fluorescents. Donc, du coup, on attend à peu près 6 heures, le temps que l'ADN rentre dans les cellules, il commence à... Toute la machinerie se met en place, on commence à avoir des protéines. Et si on regarde, bon, on voit pas très bien, mais dans la photo vous voyez ici au milieu, c'est une photo de dos de l'embryon. Donc, du coup, on voit tout au centre la moelle épinière qui, à cet stade-là, on l'appelle le tube neural. Et regardez la photo qu'il y a après. Ce qu'on regarde, c'est si on a bien introduit notre protéine fluorescente à l'intérieur des cellules. On a toute une ligne verte. Donc, ça représente les cellules qui ont intégré l'ADN, qui est devenu toute verte, et que c'est à l'intérieur le tube neural. Donc, ça veut dire que c'est bien spécifique, qu'on a les cellules qui nous intéressent avec l'ADN qu'on a ajouté. Après, une fois qu'on sait qu'on a les cellules vertes, on va trouver une région. Donc, cette région correspond à la partie près du bourgeon des membres supérieurs. Donc, c'est la partie qui va devenir l'aile, ou les ailes. Parce que la plupart des neurones vont se produire là, à cet stade
dans lesquels on travaille. Mais si on prend, donc pareil, là c'est la vue dorsale, donc on regarde le dos de l'emprunt. Si on prend ça et qu'on le tourne comme ça, on aura la vue transversale. Et ce que vous regardez ici, c'est au centre, il y a le tube neural, ou la moelle épinière. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits points verts et rouges. Et ça correspond au noyau des cellules souches neurales. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a bien intégré l'ADN dans les cellules souches neurales, donc les cellules qui nous intéressent. Et la dernière étape, ça va être, on prend cette région-là, on va l'englober en petites tranches. Et cette petite tranche, on va les déposer dans une matrice pour que la moelle épinière, elle reste avec sa forme correcte. Et après ça, on les met dans des boîtes de Petri. On va aller placer dans le microscope et on va regarder qu'est-ce qui se passe en temps réel. Donc, voilà une petite image de ce qu'on voit. Donc là, je vous montre. Donc si vous regardez le dessin à droite en haut, donc il y a le tube, la moelle épinière, et je vous montre une petite scène dans laquelle on a les noyaux des cellules souches neurales avec nos protéines vertes et rouges. Donc jusqu'à là, l'expérience est là, très bien. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut extraire sur cette photo? On peut voir qu'on a toutes les phases du cycle cellulaire. Donc, on a la phase G1 avec les deux protéines, la rouge et la verte. Phase S avec le noyau, avec les petits points qui représentent la synthèse d'ADN. La phase G2 dans laquelle les molécules sont vertes homogènes. Et finalement, la mitose qu'on voit un peu mal, mais on voit que la cellule elle est toute ronde. Et le vert, il est distribué tout le long de la cellule. Alors, quelque chose qui est intéressant de ces photos, c'est que la position de ces noyaux n'est pas aléatoire. En fait, on sait que la position des noyaux à l'intérieur du tube neural, ça va dépendre de la phase de cycle cellulaire. Et c'est ça qu'on connaît comme le mouvement interkinétique du noyau. Donc là, je vous représente dans une façon très schématique ce qui se passe à l'intérieur du tube. Donc, c'est à l'inverse de la photo que je vous ai montré tout à l'heure, mais on aura au centre le lumen de la moelle épinière, et c'est ça qu'on appelle la partie apicale, et du coup, le côté opposé, ça va être le côté basal. Donc, si on regarde dessous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la mitose, elle se passe toujours du côté apical, donc près du lumen. La phase S, donc la synthèse d'ADN, elle va se passer toujours du côté opposé, donc le côté basal. Et pendant les phases GAP, G1, G2, on aura les noyaux qui vont bouger à l'intérieur du tube. Donc pendant la phase G1, le noyau il va bouger vers le côté basal. Et pendant la phase G2, il va bouger vers le côté apical. Et comme ça, la mitose se passe de nouveau du côté apical. Alors, je vais vous montrer en live, en temps réel, est-ce que ça donne. Donc une petite vidéo que j'espère que vous pouvez bien voir avec Laetitia. Et voilà. Donc il y a tout qui bouge, c'est très dynamique. Vous voyez des mitoses qui se passent du côté apical, donc à droite, le côté basal à gauche. Vous voyez toujours des cellules qui vont partir. Là, il y a l'antérique mitose, il y a les deux cellules cliniques qui vont répartir pour le côté basal. Donc c'est des cellules très dynamiques, ça bouge dans tous les sens. On voit différents cycles, on voit les cellules, les noyaux qui bougent, on voit des cellules filles qui arrivent. Et
comme je vous ai dit tout à l'heure, la mitose, toujours du côté apical, on a après les deux cellules filles qui vont répartir du côté basal. Et il faut se rappeler que dans le tube neural, dans la moelle épinière, on peut trouver les trois types de divisions qui vont correspondre aux étapes de prolifération ou de différenciation que je vous ai dit il y a quelques diapos. Donc, ces trois types de divisions, on les a aussi ici dans un dessin très schématisé. Donc, on aura en haut des divisions qu'on appelle prolifératives, dans lesquelles, après la mitose, on aura deux cellules filles qui restent comme cellules souches neurales. Donc, ça veut dire des cellules qui vont reprendre le cycle et qui vont servir pour amplifier le pool de cellules souches neurales. Après, les deux types de divisions, ce qu'on appelle les divisions neurogéniques, parce qu'on commence à produire des neurones. Et donc, on a deux cas. Donc, soit une division neurogénique asymétrique, donc asymétrique parce que une des cellules filles reste comme cellule souche neurale, donc elle va recommencer le cycle, et la deuxième cellule fille, elle va se différencier en neurones. Et le dernier type de division, qu'on connaît comme division neurogénique terminale, c'est le type de division dans lequel, après la mitose, on aura deux cellules filles qui vont devenir des neurones. Pourquoi on l'appelle terminale? Parce qu'en fait, les neurones, c'est des cellules post-mitotiques. Ça veut dire, une fois elles sont engagées vers un devenir neuronal, elles ne peuvent plus reprendre le cycle et se diviser. Et donc là, je vais vous montrer trois types de divisions. Et la question est, qu'on peut regarder ces trois types de divisions dans notre système. Et donc, du coup, je vais vous montrer encore une vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir deux cellules. Et je vais vous demander de regarder d'abord la cellule qui va apparaître dans la partie en bas de l'écran. Donc voilà, là elle est en phase S, donc on commence à voir les points des synthèses d'ADN. Elle est partie du côté basal. Là, elle commence à G2, on voit plus des points de synthèse d'ADN. Elle va venir migrer. Elle fait sa mitose. On a deux cellules filles qui allument le rouge, donc en phase G1, et après, elle commence à phase S. Donc, ça veut dire que c'est deux cellules filles qui ont recommencé à cycler. Donc, on réplique le cycle cellulaire après la mitose. Par contre, si on regarde maintenant la cellule qui est en haut, donc, elle est aussi en phase S, elle va partir du côté basal. Là, elle est partie, elle a fait sa mitose, et c'est deux cellules filles qui ont allumé la protéine rouge. Et cette protéine rouge, elle va rester allumée pendant tout le long du film, donc plus de 20 heures. Et on a un troisième cas, dans lequel, donc pareil, on a notre cellule souche neurale, qui est déjà commencé sa phase F. On voit les petits points de synthèse d'ADN. On voit qu'elle est du côté basal, elle fait sa G2, elle part, mitose, et il y a les deux cellules filles, laquelle, une, elle va allumer très fort la protéine rouge, et l'autre, elle va commencer sa phase S. Ça veut dire qu'ils ont un comportement asymétrique. Donc, du coup, avec cet outil, on a réussi à regarder trois types de comportements différents. Donc, on a une cellule souche neurale mère qui a donné naissance à deux cellules filles qui ont recommencé le cycle. Donc, ça veut dire que ça correspond à une division proliférative. Donc, deux cellules filles qui vont rester à l'intérieur du tube de l'appareil piliaire. Et on a aussi les deux types de division neurologique. Donc,
la division neurogénique terminale, dans laquelle ces deux cellules filles, elles vont devenir des neurones. Ils ne sont pas encore là, encore des neurones, mais ils sont déjà engagés pour plus tard devenir des neurones. Et on a le troisième cas aussi, dans lequel on aura un comportement asymétrique, donc une cellule qui recommence à faire le cycle cellulaire, donc la cellule qui est ici en bas. Donc c'est elle qui reste comme cellule souche neurale, et une deuxième cellule qui est déjà engagée pour devenir une neurone. Et pour conclure de tout ça, avec ces systèmes, on a réussi à identifier différentes populations de cellules souches neurales avec différentes cinétiques de cycle cellulaire. Il reste encore à comprendre ou à répondre si une cinétique de cycle particulier va être liée à la différenciation neuronale et à plus long terme, est-ce que je vais m'y réfère, c'est d'identifier les gènes qui sont affectés par ces changements de la cinétique du cycle cellulaire et aussi regarder si certains de ces gènes qui vont être changés au cours du cycle, ils vont être associés à des pathologies. Et bon, finalement, c'est quoi l'intérêt de tout ça? En fait, le fait de comprendre comment se comportent soit les cellules souches neurales ou toutes les cellules de l'organisme, ça va nous permettre de proposer des thérapies ciblées, des thérapies innovantes et plus performantes pour les patients. Et ça va aussi avoir des implications dans plusieurs domaines en santé humaine, comme pour les malformations congénitales, les désordres neurologiques, le cancer, la thérapie cellulaire, la réparation et la régénération. Et bon, pour finir, tout ça a été fait dans l'équipe des Fabien Piccolo, donc dont le sujet principal, c'est le rôle de la cinétique du cycle cellulaire dans la détermination du destin. Et l'équipe fait partie d'un centre de recherche, et c'est le Centre de biologie de développement, dans lequel on s'intéresse pas seulement à comment ça se forme le neurone et la moelle épinière, ça s'intéresse aussi à la neurogenèse dans le cerveau, à la différenciation épidermique, donc la formation de la peau, la formation des muscles ou myogénèse, et finalement à la hématopoïèse ou la formation des cellules sanguines. Je vous remercie pour votre attention. Ma question était de savoir, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris, on parle pour les médias, c'est que pas des axones. Et pas ce que vous avez à vous dire, c'est que tous les axones, c'est-à-dire que toutes les cellules nerveuses qui sont dans le corps, tout va passer par la moelle épinière. Donc, en fait, c'est un faisceau d'axones. Alors, moi, je pensais qu'il y avait un multiplexage de l'information et que ça ronge, c'était pas direct. Et qu'en fait, les cellules nerveuses, par exemple, si une cellule nerveuse dans le bras, ça va remonter par la moelle épinière jusqu'au cerveau. En fait, il y a les deux. Donc la moelle épinière, comme je vous ai montré tout au début, donc il y a la matière grise dans laquelle il y a tous les neurones, donc les corps cellulaires avec les noyaux et les organelles. Mais il y a aussi la matière blanche, qui c'est les axones des autres neurones. Donc du coup, il y a les deux. Donc il y a toute l'information qui va passer par ces axones, qui va être transmise à partir et vers le cerveau, donc c'est dans les deux sens. Mais il y a aussi surtout les motoneurones qui vont être dans la matière grise, et c'est ça qui va aussi émettre ces actions pour aller vers les différents muscles du corps. Donc c'est un mélange des deux.
Bonsoir, j'ai une question. Dans les cellules, je peux déjà des est-ce que c'est les seuls utilisés ou est-ce que vous avez connu le débat? Est-ce que tu peux... Je n'ai pas bien compris la question. Les cellules souches, il a expliqué, est-ce qu'ils sont naturels ou ils sont synthétisés? Par exemple, est-ce que vous avez produit c'est combien de poulettes? Enfin, par exemple, là, vous avez parlé de poulettes. Est-ce que ce sont des poulettes que vous avez modifiées? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez synthétisé en vendant? Alors là, pour l'instant, comme on est dans une étape très précoce, donc on travaille avec les cellules qui sont déjà dans la vraie. Dans le cas des thérapies cellulaires, parce que je pense qu'il va diriger vers là, ta question plutôt. En fait, déjà, si on arrive à comprendre ou si on arrive à vraiment lier la cinétique du cycle avec la différenciation, bah, l'idée, ça va être bien de isoler des cellules souches embryonnaires. Comme on sait déjà comment les faire, comment les obliger à se différencier. Donc, on va commencer un peu la manipulation de ces cellules pour faire après des greffes des cellules souches dans les régions qui soient dont on trouve la lésion. Et après, on va les forcer à se différencier pour qu'elles deviennent neurones. Et après, bon, il faut aussi, c'est une autre étape aussi, ce qu'il faut être sûr qu'elles vont être, ces neurones, elles vont être fonctionnelles et qu'elles vont être capables de placer ces actions où il faut. Une question. Mais ça va pas modifier les génomes, par exemple? Les génomes de l'activité, ça va pas les modifier, non? Alors, bah c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut, parce que comme dans toutes les greffes, il faut que ça soit pas, qu'il n'y a pas un rejet des cellules qu'on va la greffer. Donc, du coup, ça sera pas le génome qui posera un souci, ça va pas changer le génome. Mais c'est plutôt tout ce qui est la partie immunocompatible. Hein. C'est ça où il faudra faire attention au moment de, à l'étape qu'on arrivera par faire les greffes. Mais pour le génome, ça va pas. Merci. Oui. Une de mes premières patientes, l'année 1910, avait la myopathie des ceintures. Il y avait rien à l'époque. Bon, voilà, on disait que vous c'était la myopathie des ceintures. Et de travailler avec Adine de Ansel. J'appelle toutes les qui est. Oui. Le message. Oui. D'accord. Que dire de la myopathie? Voilà, merci. En fait, là, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'étape des traiter des maladies. On est encore dans une étape très précoce d'essayer de comprendre comment la cellule va marcher, comment elle prend sa décision de former des neurones. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que pour toutes les maladies neuromusculaires qui existent, il y a très peu de traitements. Il y a beaucoup de recherches qui s'est fait pour essayer effectivement de comprendre comment on peut guérir ces patients. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore... nous, on n'est pas encore à cette étape-là. Et les laboratoires, ils sont pas encore trouvés la bonne thérapie ou la bonne méthode pour guérir les différentes pathologies neuromusculaires. C'est un sujet qui est sans doute raccordé à ce que vous aurez pu nous dire ou vous avez dit.
la poliomyélite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe exactement dans une attaque, une attaque de la poliomyélite? Qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules neurales, disons, des cellules musculaires, comment se produit l'atrophie musculaire, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Alors là, c'est vrai que je suis pas le spécialiste de maladie, donc du coup, je connais pas trop. Mais après, ça, bon, pareil, je connais pas les mécanismes, je sais pas comment ça marche exactement, mais je- Je vais vous donner la question de manière plus réduite. Comment se produit l'atrophie musculaire? Est-ce qu'elle est une conséquence du fait que les neurones sont endommagés? En fait, l'atrophie musculaire, ça peut arriver par plusieurs causes. Ça peut être déjà parce que par l'inflammation de nerfs, de muscles. Donc déjà, ça peut enclencher une atrophie musculaire. Ça peut être dû aussi à des problèmes de l'innervation de nerfs vers le muscle. Donc ça peut aussi entraîner cette atrophie. Et ça peut être aussi, ça peut être à plusieurs niveaux. Donc soit directement sur le muscle, soit sur l'axone qui connecte le neurone vers le muscle, ou soit sur le neurone tel quel. Et donc plusieurs causes pour avoir la même conséquence, que ça va être l'atrophie. Mais après, exactement pour la poliomyélite, je sais pas trop exactement c'est quoi qui va enclencher cette atrophie musculaire. Moi, je voulais savoir, quand vous avez montré donc, la lactose, elle se produisait avec tout un processus et que on avait plusieurs types de résultats. Et ce que vous étudiez, c'est des causes qui font que on a ces trois types de division possibles. Et quel est le rapport avec le fait que ça se balade d'un côté ou de l'autre parce que la cinétique, enfin la malade, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence ou enfin voilà, j'aimerais bien que vous développiez un peu ceci si c'est possible. Merci. Et c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, c'est un mouvement des noyaux à l'intérieur de la moelle épinière. Il a été décrit aussi dans différents épithéliums. Et en fait, c'est encore très... On ne connaît pas trop le mécanisme de ces mouvements. C'est encore très controversé. Il y a des gens qui disent que c'est un peu aléatoire, c'est stochastique ces mouvements, parce qu'en fait, il y a tellement de cellules qui sont compactées dans cette structure que le fait d'avoir autant de noyaux, ça fait pousser les noyaux. Donc à la fin, ça fait bouger. Et il y a une autre partie qui dit que c'est vraiment dirigé, qu'il y a toute une machinerie qui s'est mise en place pour faire bouger le noyau soit d'un côté, soit de l'autre. Pourquoi c'est important ces mouvements? Parce qu'en fait, pour qu'une cellule, dans notre cas, pour qu'une cellule devienne une neurone, il n'y a pas seulement que la cinétique, par exemple, si c'est la cinétique, il y a plein de signaux aussi qui sont envoyés soit dans l'intérieur de la moelle épinière, soit des tissus qui sont à côté, soit de l'environnement. Donc, du coup, le mouvement entre l'intérieur de la moelle ou l'extérieur, ça va changer les gradients ou la quantité des molécules ou des signaux qui vont être envoyés dans ces noyaux. Donc, ce qui a été déjà hypothétisé, on va dire, c'est que le temps que le noyau va passer soit d'un côté, soit de l'autre, ça va envoyer différents messages à la cellule pour leur dire, OK, comme tu as resté beaucoup plus de temps dans la partie basale, c'est là où tu vas devenir un neurone parce que tu as reçu beaucoup plus d'informations. Tandis que si tu viens et pars très 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 vite, tu continues ton cycle, tu restes comme une cellule souche neurale.
Donc ça fait partie aussi un peu ce que j'ai fait. Donc je regarde combien de temps il va rester, à quelle vitesse il va partir, et voir si c'est aussi lié aux différents types de division. Et alors, nous, les anciens, nous avons tous de l'arthrose cervicale. Et je connais quelqu'un qui a cette arthrose, qui a complètement comprimé la moelle épinière, de façon à ce que cette personne, d'un seul coup, elle est arrivée donc tétraplégique. Le chirurgien, le neurochirurgien, évidemment, a fait ce qu'il a pu. Il a donc décomprimé la moelle épinière au niveau de la cervicale. Et néanmoins, donc, cette personne est toujours tétraplégique. Et ma question est toute simple. Est-ce que la moelle épinière, elle peut se réparer toute seule? Merci. En fait, alors, on parle des cellules souches qui sont capables de proliférer et de produire des neurones. Ça, c'est dans le cas des embryons. Une fois chez l'adulte, on a encore des cellules souches normales, mais elles sont plus capables de produire des neurones. Et bon, ça dépend de l'espèce aussi. On sait par exemple dans le poisson, c'est que dès qu'il y a une lésion dans la moelle épinière, la moelle épinière elle est capable de régénérer des neurones pour rétablir et réparer la lésion. Par contre, chez l'homme, c'est pas le cas. On garde quelques petites cellules souches neuronales, mais ces cellules, elles vont être capables que, dans des cas de lésion, produire les cellules de soutien. Donc, tout ce qui était oligodendrocytes et astrocytes. Malheureusement, elles sont plus capables de produire des neurones. Donc, on ne peut pas, elle peut pas elle-même produire des neurones pour réparer une lésion. Et donc, du coup, ça dépend aussi l'état de la lésion. Si ça touche quelle partie de la moelle épinière, ça touche à quelle gravité, on va dire, ça peut être plus ou moins facile de essayer de réparer la lésion. Pour revenir à la question qui était immédiatement dans cette dernière question, vous avez, me semble-t-il, fait allusion par moment pour le déplacement de certaines parties neuronales, donc de phénomènes de polarité électrique. Vous avez parlé de l'ADN, je crois, dont la polarité électrique était par exemple positive. Est-ce que il y a des auteurs, à Reinstein, qui a prétendu démontrer que toute formation biologique avait un pôle positif et un pôle négatif, un pôle positif pour le développement. C'est bien impliqué dans beaucoup de cas. Et je me demandais comment si vous pouviez donner plus de détails là-dessus, pour ce que vous observez notamment. Ok. C'est vrai que si on parle des neurones, on pense à tout ce qui est transmission de signaux électriques, parce que tout ce qui est synapse, ça passe par soit des molécules qui vont être transmises, donc des neurotransmisseurs, ou des signaux électriques. Là, dans le cas où je parle, on n'est pas encore, on est dans une étape très précoce, donc il n'y a pas encore les synapses qui sont établies, non. Comme je disais avant, tout ce qui, c'est pas très connu, les mécanismes, comment on fait que les noyaux ils vont bouger d'un côté ou de l'autre. Ça peut être bien qu'on vous l'avez dit, peut-être à cause
des polarités, ça permet le mouvement vers l'autre. Mais au jour d'aujourd'hui, en ces moments, on sait pas trop le mécanisme, on sait pas pourquoi ça bouge. On est en train de regarder pourquoi. S'il n'y a pas de questions, j'en aurais une à poser. Vous avez évoqué les poissons qui ont des facultés réparatrices que l'homme, que les mammifères peut-être n'ont pas. Est-ce qu'il y aurait là une voie de recherche pour éventuellement favoriser cette réparation chez les mammifères ou plus tard, à terme chez l'homme? Est-ce que c'est quelque chose qui déjà s'observe? On cherche à comprendre pourquoi les poissons y peuvent et pas nous. Oui, en fait, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur la régénération adulte. Et déjà, il faut se rendre compte que notre cerveau, il est très, très, très complexe par rapport à le cerveau de poisson ou même de d'un poulet. Donc, du coup, sachant que notre cerveau, il est divisé dans plusieurs couches dans lesquelles on va trouver des neurones, différents types de neurones, donc des neurones superficiels, des neurones des couches profondes. Et donc, du coup, il y a une quantité très grande, une spécificité très grande, que c'est difficile à régénérer, parce qu'il faut avoir les bons programmes, les bons gènes allumés, il faut avoir toute la machinerie qui s'est mise en place pour avoir la bonne neurone. Tandis que si on regarde, on passe de l'autre côté, on regarde le cerveau du poisson, c'est beaucoup plus simple en comparaison de nos cerveaux. Donc du coup, il n'y a pas, même s'il y a des programmes génétiques, des géniques qui doivent s'allumer, c'est pas si complexe. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à le faire. Je ne vous ai pas posé la question suivante. Alors je vais la poser. Vous observez donc diverses étapes de la construction de cette moelle épinière en espérant que comprendre comment ça se construit, ça va aider peut-être à réparer. Est-ce que vous avez aussi tenté de favoriser la période de prolifération ou de la bloquer avec des produits? C'est-à-dire imaginer que certains signaux moléculaires ou autres pouvaient favoriser, relancer. Est-ce que vous faites aussi ce genre d'essai lors de vos tests sur les œufs? Parce que parfois ça permet d'avancer plus vite, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça passe de prolifération en phase neuronale. On essaye de la poudre, on peut essayer des choses pour essayer de comprendre. Est-ce que ça se pratique, ça? Oui. Alors, donc il y a plusieurs choses. Déjà, quelqu'un avant que j'arrive au labo, il avait déjà testé, débloqué effectivement le cycle cellulaire. Donc, ce qu'on dit, les neurones sont post-mitotiques, donc ils font plus des mitoses, ils ne rentrent plus dans le cycle. Donc, il a essayé d'arrêter le cycle et la conclusion la plus logique, c'était on arrête le cycle, on va avoir des neurones. Du coup, c'était pas toujours le cas. L'arrêt du cycle, c'est pas un lien direct de la formation de neurones. Et donc, du coup, à l'inverse, ça a été fait aussi de pousser les cellules qui sont déjà engagées comme neurones, on les a poussées pour les faire proliférer. Regardez ce qui se passe, ils sont capables de proliférer. Et effectivement, ils arrivent, ils prolifèrent. Donc, il y a une neurone qui va proliférer. Et en même temps, elle est capable d'allonger ses axones et tout. Donc, du coup, il n'y a pas seulement que l'arrêt du cycle ou de pousser la neurone à cycler pour qu'elle ait cette fonction. On a aussi testé, peut-être c'était pas l'arrêt du cycle, mais modifier la cinétique du cycle. Donc, modifier les phases à l'intérieur du cycle. Et ça a été fait très récemment dans le laboratoire. Donc, de jouer un peu avec la machinerie du cycle cellulaire pour essayer de changer les phases. Donc, du coup, ce qu'on avait vu, c'est que si on fait la phase G2 plus court, on produit beaucoup plus de neurones. Donc, du coup, peut-être c'est pas
la totalité du cycle qui est important, mais ça va être la cinétique, donc comment se répartit les phases à l'intérieur du cycle, qui va être un déterminant de devenir neuronal. Si on poursuit là-dessus, ça veut dire que peut-être en provoquant des anomalies, on voit ce que ça a comme conséquence et peut-être on peut découvrir tout d'un coup qu'on a créé une maladie. Donc on pourrait peut-être faire remonter cette maladie à une des phases du cycle. C'est possible, mais en fait, c'est que là, oui, ça fait partie toujours de l'équilibre. Il faut avoir la bonne quantité, soit des cellules souches, soit des neurones, pour que tout fonctionne de façon correcte. C'est vrai que si on commence à changer la cinétique de ces cellules souches, on peut provoquer une différenciation précoce. Donc, on va toujours faire apparaître une pathologie. Ou, à l'inverse, si on change aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, on peut pousser la prolifération et ça peut, pareil, comme je vous disais tout au départ, faire pencher la balance vers une prolifération incontrôlée. Donc c'est vrai que là, une fois qu'on ait les mécanismes, on pourrait expliquer aussi. Parce qu'en fait, ça c'est là que j'y pense, c'est quelque chose de très important parce que là, on parle des cellules souches neuronales, donc c'est des cellules souches qui, normales, sont à l'intérieur de l'organisme. Mais il n'y a pas très longtemps, on a décrit, ça a été décrit, des cellules souches dans les cancers. Donc ça s'appelle les cellules souches cancéreuses. Et c'est les cellules qui sont responsables de tout ce qui est récidive et rechute des cancers. Donc, du coup, c'est quoi l'importance aussi de connaître comment ça fonctionne les cellules souches normales? C'est que on peut aussi extrapoler ces mécanismes et ces résultats vers ces cellules souches cancéreuses pour essayer de les rendre plus sensibles. Parce qu'en fait, les cellules souches cancéreuses, elles sont beaucoup plus résistantes à la chimiothérapie et à tous les traitements qui existent au jour d'aujourd'hui. Donc, si on arrive aussi à les modifier, à les faire sortir de ces états souches, on les rendrait plus sensibles aussi au traitement. Est-ce qu'il y a bien des modèles animaux qui reproduisent certaines pathologies? Est-ce que ça existe chez la souris, par exemple, des modèles animaux qui reproduisent la sclérose en plaques, ou la myotrophie, ou certains types de myotrophie? Et est-ce que vous avez travaillé là-dessus pour justement, on veut moi faire un parallèle, voir le mécanisme? Ça existe effectivement des modèles mourants pour différentes pathologies neuromusculaires. Il y a aussi des lésions induites des moelles épinières pour essayer aussi d'étudier les possibles thérapies pour rétablir ces lésions. Et de travailler en parallèle, ça peut être un peu compliqué en ce moment parce que comme on n'a pas encore, on ne sait pas encore très clair c'est quoi le mécanisme qui va nous permettre de faire, de forcer les cellules souches neurales pour devenir des neurones. Donc, parce que l'idée, c'est une fois on sait comment faire qu'elles deviennent des neurones, faire les greffes. Mais là, comme on ne sait pas encore, on peut pas commencer à travailler dans des modèles des maladies. Donc, pas pour l'instant. Que dire de l'apoptose, mort cellulaire programmée, étudiée par Hansen. Ça fait partie aussi des cellules neurales, je suppose. L'étude des groupes d'apoptose et que savez-vous de la jonction neuromusculaire? Une amie dit qu'il y avait une vie d'un cerveau et motricité. Que ceci est lié. Que se passe-t-il
qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la jonction neuromusculaire? Étudiez-vous cela aussi. Pareil, on n'est pas dans cette étape-là. Parce que, en fait, les jonctions, une fois la neurone elle est différenciée, elle va migrer, elle va se placer dans un endroit spécifique de la moelle. Et c'est là où il va allonger ses axons pour aller innerver les muscles. Donc ça, c'est dans une étape un peu plus tardive par rapport à l'étape inférieure en balai. On est vraiment encore concentré à comment il prend sa décision, soit de rester comme cellule souche neurale, soit de devenir neurale. Et donc, du coup, pour l'instant, je sais pas. Par rapport à l'apoptose, ce qu'on sait, parce que je peux dire des deux modèles dès les stades où on travaille, c'est que dans les cellules souches neurales, il y a très peu d'apoptose. C'est en fait, parce qu'en fait, les cellules souches, elles vont proliférer, mais à un moment, le pool des cellules souches, elle va être diminuée parce qu'elle commence, il y a la différenciation, ça va commencer à croître de façon exponentielle, donc il y a beaucoup de neurones qui vont se produire, donc moins de cellules souches, du coup. Mais à un moment, on aura beaucoup trop de neurones, donc c'est là où l'apoptose va jouer un rôle, parce qu'en fait, il faut avoir la quantité nécessaire, pas trop, pas moins. Et donc, si on a trop de neurones, il y a un programme d'apoptose qui est déclenché, donc on va virer tous ces neurones qu'on a plus besoin. Et comme ça, les neurones qu'on a besoin, qui vont rester, c'est eux qui vont aller migrer, et c'est possible, oui. Les neurones se mettent dans des actions, se mettent là, pas suite à l'auto, c'est ce d'abord aussi. Les apoptoses passent du coup aussi. Fonction des axons. Euh,